Aujourd'hui, au séminaire, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Charguero. Donc Arthur est chercheur à l'INRIA, dans l'équipe Camus, basée à Strasbourg. Et donc, alors Arthur est quelqu'un qui a de nombreuses cordes à son arc. Je vais essayer d'en mentionner juste quelques-unes. Donc, ses travaux de thèse étaient sur les formules caractéristiques, donc déjà des approches, des présentations de logique de programme qui peuvent s'inclure, se mécaniser avec des outils comme Coq. Et donc, ce sera un des sujets dont il va nous parler aujourd'hui. Mais alors, il a aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la mécanisation en Coq de la métathéorie du langage de programmation, en particulier des systèmes de type. Donc, c'est quelque chose que je mentionnerai dans mon séminaire, à moi, à la fin du cours. Il a aussi beaucoup travaillé sur le calcul parallèle intensif, en particulier des algorithmes de répartition dynamique des calculs. Il a aussi contribué un peu à la formalisation de JavaScript dont nous a parlé Alan Schmidt la semaine dernière. Et je suis sûr que j'oublie encore une ou deux choses. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de logique de séparation, donc un sujet que j'avais déjà abordé, mais un peu vite, au précédent cours. Et donc, comment on peut à la fois construire une logique de séparation à l'intérieur de Coq et utiliser un outil comme Coq pour vérifier les programmes en logique de séparation. Merci Arthur. Donc, bonjour à tous. Alors, au cours précédent, Xavier vous a parlé de logique de programme et notamment de logique de séparation. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer la logique de séparation dans un assistant de preuve, en l'occurrence Coq, pour démontrer des programmes en pratique. Alors commençons par un petit rappel. Avec une logique de programme, on peut spécifier le comportement d'un programme T à l'aide d'un triplet, avec une précondition H décrivant l'état d'entrée et une postcondition Q décrivant l'état de sortie. En logique de OR, H et Q décrivent l'intégralité de l'état mémoire. Au contraire, en logique de séparation, H et Q décrivent uniquement un fragment de l'état mémoire, décrivant des ressources suffisantes pour exécuter T. La propriété fondamentale de la logique de séparation est la règle d'encadrement, dite règle frame, que l'on peut lire ainsi. Si le programme T s'exécute correctement à partir des ressources H et produit une postcondition Q, alors le même terme T, lorsqu'on l'exécute dans un état mémoire plus grand, constitué des ressources H et des ressources disjointes H', va produire la même postcondition Q étendue avec les ressources H'. Alors la logique de séparation s'exploite dans des outils en pratique, dans trois types d'outils. Des outils de preuve automatique, des outils de preuve semi-automatique et des outils basés sur des preuves interactives. Alors dans le cas de preuve automatique, l'utilisateur fournit uniquement son code et l'outil se débrouille pour localiser des sources de bugs potentielles. On peut citer par exemple l'exemple de l'outil Infer, développé par Peter O'Hearn, un co-inventeur de la logique de séparation. Dans des preuves semi-automatiques, l'utilisateur fournit non seulement son code, mais également des spécifications et des annotations, telles que des invariants de boucle. L'outil s'appuie alors sur des outils automatiques pour décharger les obligations de preuve, notamment des outils de type SMT. On peut citer l'exemple de l'outil Verifast ou de l'outil Viper qui s'appuie sur des variantes de la logique de séparation. Troisièmement, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on peut intégrer la logique de séparation dans des preuves interactives. Donc dans ce cas, l'utilisateur fournit non seulement le code et les spécifications, mais un script de preuve capturant l'ensemble des arguments justifiant la correction du code. Donc ces scripts de preuve sont développés à l'aide d'un assistant de preuve, par exemple Coq. Alors cette approche consistant à intégrer la logique de séparation dans un assistant de preuve a été utilisée dans de nombreux projets aux quatre coins du monde. Ces projets utilisent différents assistants de preuve, que ce soit Coq ou Isabelle ou HOL, et ça vise différents langages, des langages bas niveau comme l'assembleur ou C, et des langages de plus haut niveau comme Camel, par exemple. Les applications sont diverses, allant de noyaux de systèmes d'exploitation jusqu'à des programmes de très haut niveau, comme des structures de données ou des algorithmes de graphes, par exemple. Donc cette liste non exhaustive vise à montrer la diversité et la généralité de cette approche
consistant à intégrer la logique de séparation dans un assistant de preuve. Alors, il y a plusieurs avantages à cette approche. Premièrement, on bénéficie de l'expressivité quasiment sans limite de la logique d'ordre supérieur, sur laquelle s'appuient les assistants de preuve. Deuxièmement, on dispose d'un cadre unifié pour, d'une part, vérifier que le code, les détails d'implémentation du code, et d'autre part, énoncer et prouver les lemmes mathématiques sous-jacents à la correction du programme, que ce soit des résultats de la théorie des nombres ou de la théorie des graphes, par exemple. Troisièmement, le fait d'avoir un script de preuve qui enregistre l'ensemble des arguments expliquant pourquoi le code est correct, ça permet, lorsqu'on modifie le code, de retrouver facilement quels sont les arguments qui sont toujours valides et ceux qu'on a besoin de mettre à jour pour mettre à jour la preuve. Enfin, le fait qu'on ait formalisé la logique de séparation dans l'assistant de preuve fait qu'au final, on a une base de confiance en termes de code relativement restreinte en comparaison d'autres outils. Alors, maintenant qu'on a vu les applications et les motivations de cette approche, voyons comment sont construits ces outils qui intègrent la logique de séparation dans des assistants de preuve. Alors, ces outils sont tous construits selon le même schéma. Premièrement, une formalisation de la syntaxe et de la sémantique, c'est-à-dire des règles d'évaluation, du langage de programmation. Deuxièmement, une formalisation des prédicats de la logique de séparation en termes des prédicats de la logique d'ordre supérieur. Troisièmement, un énoncé de la notion de triplet et l'énoncé et les preuves des règles de raisonnement de la logique de séparation sous forme de lemmes. Et enfin, quatrièmement, une infrastructure constituée de notations, de lemmes et de tactiques qui permet de réaliser en pratique des preuves raisonnablement concises en s'appuyant sur les règles de la logique. Alors l'objectif du séminaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les détails de cette construction. Et pour cela, je vais considérer un langage de programmation impératif minimaliste et la variante la plus simple de la logique de séparation. Et donc je vais vous emmener à travers ces 4 étapes. Alors commençons par la première étape, donc la formalisation de la syntaxe et de la sémantique du langage source. Donc ça, c'est une étape qui est indépendante de la logique de séparation, mais qu'on a besoin de faire en premier. Alors on va considérer un langage à l'AML, où les programmes sont représentés par des termes qui s'évaluent vers des valeurs. Dans la grammaire des valeurs, on retrouve unit, le booléen, les entiers, les adresses mémoire qu'on appelle locations, qui sont représentées par des entiers naturels, des fonctions primitives pour lire ou écrire, allouer ou désallouer, ou faire des opérations arithmétiques, donc ça c'est ce qu'on appelle les primitives, en bas à droite, et puis des valeurs closes, que ce soit des valeurs non récursives ou des valeurs récursives. Les programmes sont représentés par des termes, donc la grammaire des termes en haut à droite inclut les valeurs, les variables, représentées par des chaînes, les définitions de fonctions, qui, au moment où on les écrit dans le code, ont potentiellement des variables libres, et puis les opérateurs de contrôle classiques, donc la condition, la séquence, le let et l'application de fonctions. Donc voilà pour la grammaire dans laquelle on va exprimer les programmes que l'on souhaite vérifier. Alors quand on a un programme concret, par exemple celui-là, qui calcule la longueur d'une liste chaînée, quand le pointeur P est nul, on renvoie 0, sinon on renvoie 1 plus la longueur de la suite de la liste. Donc là, ça c'est un programme écrit dans un pseudocode. On a besoin de l'exprimer dans la grammaire du langage qu'on vient de formaliser. Donc la définition correspondante, la voici. Alors, on ne souhaite pas écrire les programmes directement comme ça à la main, donc il y a 2 approches possibles. Soit on utilise un outil externe, un parseur, qui prend en entrée le pseudocode en haut et qui génère la définition code correspondante. Soit une approche plus directe, c'est d'utiliser le mécanisme des notations et des coercions fournies par Coq pour pouvoir écrire directement dans Coq, dans une certaine syntaxe, quelque chose qui ressemble au code qui nous intéresse. Donc ça, c'est ce que je ferai dans la démo tout à l'heure pour éviter de m'appuyer sur un outil externe. On écrira juste ça et ça voudra dire la définition qui est au-dessus. Alors, maintenant on sait représenter les programmes.
il reste alors donner une sémantique. Donc la sémantique d'un langage impératif s'appuie sur la notion d'état-mémoire. Et l'état-mémoire, on va le représenter par une map finie des adresses, donc les locations, vers les valeurs closes. Ça, c'est le contenu du type state, ici. Le prédicat d'évaluation, eval, relie donc un état d'entrée, un terme, avec un état de sortie et une valeur de retour. On est dans un langage LML, rappelez-vous, tous les termes produisent des valeurs. Donc juste pour lire quelques exemples de règles, une valeur V s'évalue vers elle-même. Pour évaluer let x égale T1 in T2, on évalue d'abord T1, puis on obtient une valeur de retour V1 dans un état modifié S2, et ensuite, à partir de S2, on peut évaluer le résultat de la substitution de x par V1 dans T2, et obtenir le résultat final. Dernier exemple, lorsqu'on veut lire dans une case mémoire à l'adresse L, il faut s'assurer que L est bien dans le domaine de la mémoire S, et ensuite on peut retourner la valeur qui est associée à L dans cette map S. Voilà, donc je passe assez vite sur cette partie-là, puisque c'est une partie qui est indépendante de la logique de séparation, mais néanmoins une première étape nécessaire. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est donc la formalisation des prédicats de la logique de séparation dans la logique d'ordre supérieur. Alors, comme dans le cours de Xavier, les prédicats décrivant les états vont être des prédicats sur les états mémoire, ou plus précisément sur des fragments d'état mémoire, de type state, flèche, prop. Et on va abréger ce type dans la suite sous le nom hprop. Alors je vais définir un par un les 5 opérateurs principaux de la logique de séparation, en commençant par le prédicat vide, noté crochet vide. Donc ce prédicat caractérise les états vides. Il s'implémente sous forme d'une fonction qui prend un état h en entrée et dit si oui ou non h est vide. Donc j'utilise la lettre h pour représenter un fragment d'état, mais c'est une variable de type state. Très utile également la variante crochet p, qui également caractérise des états vides, mais de plus énonce le fait que la proposition P est vraie. On verra des exemples d'utilisation tout à l'heure. Troisième prédicat, P.V décrit un état singleton, c'est-à-dire un état mémoire constitué d'exactement une cellule mémoire, dont l'adresse est la location P, supposée non nulle, et le contenu est la valeur V. Maintenant, l'étoile, qui est l'opérateur donc le plus important de la logique de séparation, H1 étoile H2, décrit un état, petit h, que l'on peut diviser en deux parties disjointes, une première partie satisfiant H1 et une seconde partie satisfiant H2. Et pour terminer, on a un opérateur existentiel au niveau des prédicats qui transporte le quantificateur existentiel des propositions dans le monde des prédicats. Donc les détails de la définition ne sont pas très importants. En première approximation, on peut lire ce quantificateur comme un quantificateur existentiel usuel. Alors il existe d'autres opérateurs, mais ceux-là sont les principaux et on peut tout dériver à partir de ces opérateurs pratiquement. Alors on va maintenant définir l'implication point-un-point entre les prédicats. Donc c'est la même définition que celle dans le cours de Xavier. Ici, on va la noter H1 thèse H2, pour dire H1 est un prédicat plus fort que H2, au sens où tous les états mémoire satisfiant H1 satisfont également H2. Alors cette implication définit une relation d'ordre sur les prédicats, puisqu'elle est naturellement réflexive et transitive, et surtout antisymétrique. Si H1 implique H2 et H2 applique H1, on va pouvoir écrire dans la logique que le prédicat H1 est égal au prédicat H2. Alors cette égalité, elle provient du principe d'extensionnalité des prédicats. Ce principe est fourni par défaut dans certains assistants de preuve. En coq, il faut le rajouter comme un axiome. Et donc ce principe énonce que si deux prédicats donnent des propositions logiquement équivalentes pour n'importe quel argument x, alors on peut écrire qu'ils sont effectivement égaux l'un à l'autre.
Alors, cette égalité va être très pratique pour énoncer les propriétés des opérateurs, de manière concise. Donc, tout d'abord, l'étoile est associative, commutative, et admet le prédicat vide comme élément neutre. Ensuite, l'opérateur existe, on a le droit de le sortir à l'extérieur d'une étoile. Et dernière propriété, l'étoile est monotone vis-à-vis de l'implication. Donc une bonne façon de lire ce lemme, c'est que si on a besoin de prouver que H1 étoile H2 implique H1' étoile H2, on a le droit de rayer H2 des deux côtés, et ce qu'il reste à prouver, c'est H1 implique H1'. C'est une règle de simplification. Voilà. Et à partir de ces 5 propriétés, on peut dériver quasiment toutes les autres propriétés utiles de la logique de séparation, juste à partir de ça. Alors, ces prédicats décrivent des états, et notamment des préconditions. En revanche, les postconditions, dans notre langage, décrivent non seulement un état de retour, mais aussi une valeur de retour. Et donc, les postconditions, pour notre langage, vont avoir le type suivant, val, flèche state, flèche prop. Des relations binaires caractérisant à la fois la valeur de retour et l'état de retour. Et alors, pour les postconditions, ça va être utile de généraliser l'étoile et l'implication. Alors, on va noter Q étoile pointée H, l'extension de la postcondition Q, avec le prédicat H. Et de même, on va noter Q test pointé Q2, l'extension de la notion d'application, c'est-à-dire que pour toute valeur de retour V, Q1 de V implique Q2 de V. Donc ces opérateurs pointés sont nécessaires pour tout faire de manière formelle, mais en première approximation, ou si on était sur un langage plutôt type IMP, on pourrait oublier le point partout dans tout le reste de l'exposé. Voilà, donc cela termine notre deuxième étape sur la formalisation des prédicats, et on arrive maintenant à la troisième étape, la formalisation des triplets et des règles de raisonnement. Alors, on va s'intéresser à une construction en 2 temps. On va d'abord définir les triplets de OR, puis les triplets de logique de séparation par-dessus. Et on va faire ça en correction forte, c'est-à-dire en incluant la propriété de terminaison. Donc, un petit rappel du cours précédent. Un triplet de OR en correction forte relie un terme T, une précondition H et une postcondition Q, en disant que pour tout état d'entrée S, s'il satisfait la précondition H, il existe un état de retour et une valeur de retour, tel que le terme T, dans cet état d'entrée, termine sur S' et V, et V et S' satisfont bien la postcondition Q. Et au-dessus de ça, on construit le triplet de la logique de séparation, qui, lui, ne parle pas de l'ensemble de l'état mémoire, mais juste d'un fragment de l'état mémoire. Et donc on quantifie universellement sur le reste de la mémoire, avec cette quantification sur H', dont on prend l'étoile avec la précondition ici, et l'étoile pointée avec la postcondition ici. Prendre un petit exemple de spécification, la fonction incrémente se spécifie avec une précondition qui décrit un état singleton formé d'une cellule à l'adresse P contenant la valeur n, et d'une postcondition qui va lier une valeur, mais ici la valeur de retour c'est unit donc on l'ignore, et l'état de retour est décrit par l'état singleton P pointe vers n plus 1. Et donc cet énoncé, on peut le formaliser en coq, quasiment exactement de la même façon. Voilà, alors on a défini formellement la notion de triplet, et maintenant on va énoncer les règles de raisonnement qui s'appliquent au triplet. Alors on a 3 types de règles. Des règles structurelles, qui ne dépendent pas du langage, des règles spécifiques à chacune des constructions de notre langage, et enfin des règles spécifiant le comportement des opérations primitives. Alors, allons-y dans l'ordre. Premièrement, les règles structurelles. On trouve tout d'abord la règle conséquence, qui est la même règle qu'en logique de OR.
notez simplement l'utilisation d'une implication pointée pour relier les deux post-conditions. La règle frame, qu'on a déjà vue, mais cette fois-ci de manière formelle, on étend la précondition avec étoile H', et on étend la post-condition avec étoile pointée H'. Il y a également deux autres règles, qui sont appelées des règles d'extraction, et dont je montrerai l'utilité tout à l'heure dans la démo. Alors la première sert à extraire les propositions pures qui apparaissent dans la précondition pour les mettre dans le contexte coq. Ce sont donc des règles qui extraient les hypothèses qui ne dépendent pas de l'état mémoire. Et la seconde règle, similaire, extrait les variables qui sont quantifiées existentiellement dans la précondition et qu'on retrouve donc comme des variables abstraites dans le contexte lorsqu'on les sort à l'extérieur du triplet. Alors ensuite, on a les règles sur les termes. Donc là, les règles sont essentiellement les mêmes qu'en logique de OR. Je vais juste prendre un exemple avec le cas de la séquence. La règle en logique de OR dit que pour raisonner sur une séquence T1, T2, il faut fournir un état H' qui décrit l'état produit par T1 et qui sert d'état d'entrée au terme T2. Eh bien, l'énoncé de la règle correspondante en logique de séparation, c'est exactement le même, simplement en remplaçant les triplets de OR par des triplets de la logique de séparation. Et d'ailleurs, on peut facilement dériver la seconde règle depuis la première lorsqu'on fait la formalisation. On termine avec les règles spécifiant les opérations primitives. Tout d'abord, la règle pour la lecture et l'écriture. Donc, pour lire dans une case à l'adresse P, il faut savoir en précondition que la case à l'adresse P est allouée et admet un certain contenu V, ce qu'on peut faire avec le prédicat P pointe vers V. Et en postcondition, on obtient une valeur de retour petit r que l'on spécifie comme étant égale à V, à l'aide de ce crochet qui dénote les propositions pures. Et à côté de ça, l'état est inchangé, P pointe toujours vers V. Pour l'affectation, lorsqu'on écrit une valeur V' à l'adresse P, on doit là encore supposer que P est alloué à un certain contenu V, peu importe lequel, et puis là, la valeur de retour, on l'ignore, et l'état de retour, c'est P pointe vers V'. Enfin, les règles d'allocation et de déallocation. Pour créer une nouvelle cellule dont le contenu est V, on peut exécuter ce code dans un état vide. Et alors la postcondition indique que la valeur de retour, ça va être une valeur R, qui se trouve être une location P pour une certaine adresse P, et P pointe vers V. Donc notez qu'on a besoin à la fois de quantifier la valeur R et l'adresse P. On verra tout à l'heure comment écrire la même chose de manière plus concise. Enfin, pour la déallocation, si on fait free à une adresse P, on prend précondition l'existence de la cellule P pointe vers V, et en postcondition, on récupère uniquement le prédicat vide. On a perdu la possession de cette ressource. Voilà, donc cela termine le tour des règles de la logique. Et avec ces règles, eh bien, on peut faire des preuves. Donc, je vous propose une petite démo de la formalisation de la fonction incrémente en appliquant à la main les règles que je viens de montrer. Alors, dans le fichier coq, ici, je commence par une définition dans la grammaire que je vous ai présentée du code de la fonction incrémente que j'ai ici écrit en camel, où on lit à l'adresse P, on calcule le contenu plus 1 et on met à jour le contenu de P avec la nouvelle valeur. Donc la définition ici, je l'ai écrite à la main. On peut aussi également l'écrire avec des notations et des coercions de manière un peu plus lisible, à ceci près qu'il y a des symboles quotes un peu partout. Et maintenant, on peut énoncer donc la spécification de la fonction. Donc l'application de la fonction d'incrément à P admet comme précondition P pointe vers n et comme postcondition P pointe vers n plus 1. Alors ce qui est intéressant, c'est donc de voir la preuve. Alors on va regarder la preuve étape par étape. Donc la première étape consiste à dérouler le corps de la fonction pour montrer que cette fonction admet une certaine propriété. Donc j'applique la règle de raisonnement correspondante. Et là, je dois remplacer les variables qui s'appellent P, donc c'est les variables ici, le nom de l'argument, par la valeur P, qui est celle que j'ai quantifiée dans la spécification.
Donc j'utilise la tactique simple de Coq pour faire ce calcul de remplacement. Et donc là, je vois le triplet avec mon code, la précondition et la postcondition derrière. Et je vais raisonner sur les lignes du code, ligne par ligne. Donc tout d'abord, j'applique la règle de raisonnement du let, et je dois maintenant raisonner sur la lecture dans P. Pour raisonner sur la lecture, je peux appliquer la règle de raisonnement sur la lecture que je vous ai montré au slide précédent. Je récupère un résultat que je vais nommer n', pouvoir simplifier la substitution, et extraire cette information qui provient de la postcondition de la fonction de lecture, et qui indique que le résultat qu'on vient de lire, c'est exactement la valeur qui était stockée dans l'état mémoire dans la case P. Donc je récupère cette égalité n' égale n, et je m'empresse de la substituer pour que tout s'exprime maintenant en fonction de n seulement. On arrive à la deuxième ligne, on va faire la même chose, on va appliquer la règle let, et cette fois-ci on veut raisonner sur l'addition dans un état où on a une cellule mémoire allouée. Mais la règle de l'addition, elle s'applique dans un état vide, elle n'a rien besoin de savoir sur l'état mémoire. Donc là, je vais appliquer la règle frame pour mettre de côté p pointe vers n, alors plus précisément une version combinée de la règle de la conséquence et de la règle frame, qui va me permettre tout d'abord d'exploiter la spécification de l'addition, puis, à l'aide de cette tactique xsimple qui simplifie les implications qui sont notées par cette double flèche, je vais en déduire le H2, c'est-à-dire je vais déduire sur quoi j'avais envie d'appliquer la règle frame, donc c'est-à-dire sur cette cellule p pointe vers n. Et après, je vais pouvoir en déduire que la postcondition, c'est la postcondition de l'addition, donc que le résultat est égal à n plus 1, combiné à ce sur quoi j'avais fait frame, à savoir p pointe vers n. Et ça va instancier la postcondition du let m. Donc je vais récupérer ensuite une variable m' qui, de la même manière que tout à l'heure, va se trouver être égale à n plus 1. J'applique la substitution et la dernière étape qui reste, c'est le raisonnement sur l'affectation de P à la valeur n plus 1. Et à peu de choses près, c'est exactement la spécification de l'affectation. Donc la règle de conséquence suffit à appliquer la règle set et à simplifier tout ça. Et j'arrive au bout de ma preuve. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce script de preuve? Premièrement, ça marche. Deuxièmement, c'est trop long. On a utilisé on a effectué plein d'étapes qui sont relativement évidentes. Donc ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de mon exposé, c'est comment automatiser tout ça et comment construire une infrastructure qui permet d'automatiser tout ça. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc on va essayer de se débarrasser des substitutions pour ne pas avoir besoin de simplifier des substitutions à la main. On va automatiser l'application des règles structurelles, comme par exemple, des règles associées au terme, donc par exemple les règles let. On va automatiser la fourniture des noms des lemmes associés à chacune des fonctions. On va essayer d'automatiser également toutes les règles d'extraction, et puis exécuter de manière automatique les substitutions, parce que c'est presque toujours ce qu'on a envie de faire. On pourra également automatiser l'application de la règle frame autour des applications et les simplifications qui vont avec. Donc essentiellement, on va automatiser quasiment tout ce script qui se résumera donc en une ligne une fois qu'on aura mis en place l'infrastructure. Et donc ça nous amène à la quatrième partie, qui est comment mettre en place cette infrastructure. Alors je vais m'appuyer sur une notion qui s'appelle formule caractéristique, et qui est une variante des calculs de plus faible précondition. Xavier vous a présenté les calculs de plus faible précondition pour une logique de OR et pour du code annoté avec les spécifications. Ce que je vais vous présenter, c'est une variante, donc les formules caractéristiques, qui visent une logique de séparation et qui sont capables de prendre en compte le fait que la règle frame existe et qu'on peut avoir envie de l'exploiter à certains endroits. Et d'autre part, je vais viser non pas un code annoté avec des invariants, mais un code sans aucune annotation. En quelque sorte, on va calculer une plus faible précondition générique. Autrement dit, elle est caractéristique du code, d'où le nom formule caractéristique. Elle ne dépend pas des annotations. Alors, pour construire le générateur de formules caractéristiques, on va devoir relever deux défis. Premièrement, d'arriver à mettre en place une définition structurellement récursive et qui s'évalue bien en Coq. Et deuxièmement, puisqu'on est en train de générer des calculs des plus faibles préconditions qui n'ont pas vocation à être déchargés par des outils automatiques, mais par des preuves explicites interactives de l'utilisateur,
on va avoir envie que ces formules soient lisibles et facilement manipulables par l'utilisateur. Donc ça va être les deux contraintes qui vont guider la définition du générateur de formules caractéristiques. Donc le plan d'attaque, pour la définition, il y a 4 grandes étapes. Alors la première étape, c'est comment on fait pour gérer le fait qu'on n'a pas d'annotation dans le code. Donc pour cela, on va s'appuyer sur la notion de WP sémantique, que je vais introduire juste après, pour définir le calcul de plus faible précondition calculé par la fonction WPGen, dans le cas où on aurait a priori besoin d'une spécification. Deuxièmement, pour traiter la règle frame, la règle d'encadrement, on va intégrer dans le générateur de formules caractéristiques un prédicat nommé mkstruct qui permettra, si on a envie d'appliquer la règle frame, et si on n'a pas envie ou pas besoin, on pourra juste l'ignorer. Je vous montrerai comment faire ça. Troisièmement, pour obtenir une définition structurellement récursive, et que Coq accepte facilement comme étant terminante, on va faire une petite transformation dans la définition pour effectuer les substitutions de manière paresseuse. Et là encore, je vous montrerai comment. Enfin, pour la lisibilité de la sortie, la définition de WPGen que je vais vous montrer va faire intervenir des définitions intermédiaires pour chacune des constructions du langage. Et on aura des notations et des tactiques associées qui permettront de rendre ça complètement transparent pour l'utilisateur. Voilà un peu le cadre général. Et maintenant, on va rentrer dans les détails et petit à petit, étape par étape, construire la fonction WPGen qui nous intéresse. Et tout d'abord, commencer par la définition de la notion de plus faible précondition sémantique sur laquelle on va s'appuyer. Alors, WP de TQ, ça va être un prédicat de type hprop, représentant la plus faible précondition sémantique. Et ce prédicat doit donc satisfaire aux 2 règles mentionnées ici. Premièrement, WPTQ doit être une précondition valide pour le triplet formé du terme T et de la postcondition Q. Et deuxièmement, WPTQ doit être la plus faible précondition, au sens que pour n'importe quelle précondition H valide, H doit impliquer WPTQ. Une caractérisation équivalente et également très parlante de WP, c'est via cette équivalence, qui dit que H implique WPTQ si et seulement si le triplet THQ est vrai. Alors ces 2 caractérisations donnent des propriétés de WP, mais ne fournissent pas directement une réalisation ou une preuve d'existence d'un tel prédicat WP. Donc pour ça, là, je vous propose une 3e caractérisation de WP qui se présente sous forme d'une définition et qui s'exprime très facilement en termes des opérateurs existants de la logique de séparation. Donc on dit il existe un certain H tel que H est satisfait et le triplet THQ est vrai. Donc faites-moi confiance, cette définition satisfait les 3 propriétés ci-dessus. C'est le quantificateur existentiel ici qui cache toute la magie. Alors, c'est très utile d'exploiter ce prédicat WP pour reformuler les règles de raisonnement. Voici tout d'abord la règle de raisonnement sur la séquence. On peut la lire ainsi. Si je dispose des ressources permettant d'exécuter T1 et de produire les ressources permettant d'exécuter T2 et de produire Q, alors je dispose des ressources permettant d'exécuter la séquence T1, T2 et de produire Q. Les règles structurelles se reformulent ainsi. La première, c'est la règle de monotonie. Si je dispose des ressources permettant d'exécuter T et de produire Q1, et que par ailleurs je sais que la postcondition Q1 implique Q2, alors je dispose des ressources suffisantes pour exécuter T et produire directement Q2. Et la troisième, qui reformule la règle frame, c'est la plus intéressante sans doute ici. Si je dispose des ressources permettant d'exécuter le terme T et de produire la postcondition Q, et que par ailleurs je dispose de la ressource H, alors je dispose de la ressource suffisante pour exécuter T
et produire directement Q et H. Voilà. Et les règles d'extraction, on n'en a plus besoin dans cette présentation avec WP parce qu'on peut utiliser les règles d'extraction correspondantes associées à l'implication directement. Voilà. Donc, équipé de cette notion de plus faible précondition sémantique, on va pouvoir attaquer la définition du générateur. Alors, WPGen s'applique à un terme T et une postcondition Q et fournit la plus faible précondition, donc de type H'. Si le terme est une valeur V, on doit vérifier que cette valeur satisfait la postcondition Q, donc Q de V. Si le terme est une variable libre X, ça veut dire qu'on a une variable qui traînait dans le programme et donc le programme est bloqué. Donc la plus faible précondition, c'est faux. Ensuite, si on a une application de fonction, comme on ne connaît pas, puisqu'on n'a pas du code annoté, la spécification de la fonction, on ne sait pas facilement exprimer quelle est la plus faible précondition de l'application de fonction. Et donc c'est là qu'on va juste s'appuyer sur la notion de WP sémantique. On va dire que WPGen de T, Q, c'est juste WP de TQ. Et ça sera l'utilisateur, quand il fera la preuve, qui devra invoquer une spécification de la fonction, ici V1, pour pouvoir raisonner sur la WP sémantique du terme application de V1 à V2. Enfin, le cas du let, si on a let x égale T1 in T2, on calcule la plus faible précondition selon la formule usuelle, c'est-à-dire la plus faible précondition de T1 appliquée à une continuation, où V représente le résultat de T1, et où l'on calcule la plus faible précondition de la substitution de x par V dans T2, par rapport à Q. Et alors c'est là qu'on voit un petit problème apparaître, c'est que l'appel récursif, le dernier ici, ne s'applique pas sur T2, le sous-terme de T, mais sur le résultat d'une opération sur T2. Alors, on peut se battre pour expliquer à Coq que ce code termine bien, mais c'est plus simple de contourner le problème et d'introduire un contexte pour effectuer les substitutions de manière paresseuse, plutôt que de les effectuer tout de suite comme on le fait ici. Donc pour cela, j'introduis un contexte E comme argument supplémentaire de WPGen. Ce contexte est une liste d'associations de variables vers des valeurs closes. Et ce contexte, quand on passe à travers un let, on va tout simplement l'étendre avec une nouvelle association de x vers v plutôt que de faire la substitution. Lorsqu'on arrive sur une variable, x, on va aller chercher dans ce contexte E quelle est la valeur associée à cette variable afin d'en retourner la plus faible précondition, c'est-à-dire q de v. Voilà. Et maintenant, Coq accepte cette définition comme étant structurellement récursive, et donc ça se passe bien. Alors il nous reste deux étapes. L'introduction des fonctions auxiliaires et l'introduction du prédicat mkstruct permettant de raisonner sur la règle d'encadrement. Et pour ces deux choses, on va d'abord faire une petite transformation technique, qui n'a l'air de rien mais qui est très importante. On va prendre l'argument Q, ici, qui est le troisième argument, et qui est pris avant le match sur T, et on va le faire passer plutôt dans chacune des branches. Donc on va retrouver funQ dans chacune des branches du filtrage. Donc on retrouve funQ ici, et là, et encore ici, et encore là. Et maintenant, donc, le type de retour de WPGen ET, c'est une fonction qui prend en argument une postcondition et qui renvoie un prédicat. Et donc ce type, val, flèchage propre, dans la suite, je vais le nommer formule. Ça va être le type des formules. Alors à quoi ça sert d'avoir fait cette petite transformation? Ça va nous permettre de donner des noms à chacune des branches du filtrage. Par exemple, funQ flèche Q de V, je vais dire que ça, c'est la WPGen de la variable, enfin de la valeur V. Donc je vais introduire ici une fonction auxiliaire WPGen val pour la valeur V. Et je fais de même pour toutes les autres constructions. Donc ici, on a WPGen var qui dépend que de E et de X. Ici, on a juste la WP sémantique. Et je vais détailler le cas du let, qui est particulièrement intéressant. On va avoir une fonction auxiliaire WPGen let, qui prend en argument le résultat du premier appel récursif sur T1 et du second appel récursif sur T2
pour la valeur V dénotant la valeur de retour de T1. Alors, WPGenlet, FF', c'est une définition qui est mise en place pour que ça soit équivalent à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire funQ, flèche, F de funV, F', VQ, peu importe les détails. Et l'intérêt de cette définition, c'est que je vais pouvoir lui associer une notation, la notation let V = F1 in F2, qui va être une notation coq pour le motif que je retrouve ici, c'est-à-dire l'application de WPGenlet à une première formule, puis à funV d'une deuxième formule. Le résultat de l'introduction de cette définition auxiliaire et de la notation, c'est que le calcul de WPGen sur let x égale T1 in T2 va s'afficher sous la forme let x égale T1 in T2. Alors, ça ne veut pas dire la même chose ici, là on parle de syntaxe, là on parle de formule, mais l'affichage pour l'utilisateur va être sensiblement le même. Ça veut dire que l'utilisateur pourra facilement savoir à quelle ligne du code il en est dans sa preuve, et on a au passage la garantie que la formule caractéristique est linéaire en la taille du code, puisqu'elle s'affiche quasiment de la même manière. Voilà. Et dernière étape, l'intégration de la règle d'encadrement. Donc pour ça, on va introduire ce prédicat mkstruct qu'on va placer en tête du match T. Donc ce prédicat est un transformateur de formule, il a le type formule, flèche, formule. Et alors, qu'est-ce qu'on veut de ce prédicat? Premièrement, on veut pouvoir l'effacer si on n'en a pas besoin. Donc on veut que mkstruct de f, pour établir quelque chose de cette formule, ça soit suffisant de s'intéresser à la formule f. Et deuxièmement, on souhaite que mkstruct satisfasse les propriétés structurelles, les mêmes que WP sémantique, c'est-à-dire la règle de monotonie et la règle d'encadrement. Donc là, j'ai simplement remplacé WP par mkstruct par rapport à ce qu'on avait avant. Donc peu importe les détails de la définition de mkstruct, la seule chose qui compte, c'est que ce prédicat satisfasse ces trois règles qui nous permettront soit d'ignorer le prédicat, soit de l'exploiter pour appliquer la règle de conséquence ou la règle frame. Alors je vous montre une définition qui correspond, mais encore une fois, peu importe les détails, c'est juste pour montrer qu'il en existe une, et qu'on peut la définir en termes des opérateurs existants. Voilà, donc cela termine la définition du générateur de formules caractéristiques, et il ne reste plus qu'à prouver sa correction. Donc l'énoncé du théorème prend la forme suivante. WPGen dans le contexte vide, lorsqu'on l'applique à un terme clos T et à une postcondition Q, ça implique la notion de WP sémantique de T et de Q. Et si vous vous rappelez l'équivalence entre la WP sémantique et les triplets, on peut reformuler ce lemme de correction en disant pour établir un triplet THQ, il est suffisant de montrer que la précondition H implique le résultat de le calcul de la formule caractéristique dans le contexte vide appliqué à la postcondition Q. Donc voilà comment on l'utilise en pratique. Alors, avant de montrer la démo de comment cette infrastructure s'utilise, j'aimerais faire un petit zoom technique sur deux ingrédients qui constituent également le système de preuve et qui sont peut-être un peu moins bien connus que les choses que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Donc je vais présenter tout d'abord la technique des encodeurs et ensuite l'utilisation de la baguette magique. Alors l'objectif des encodeurs, c'est de simplifier l'énoncé des postconditions. Si vous vous rappelez l'énoncé de la spécification de ref de V, que j'ai montré tout à l'heure, ce n'était pas très agréable parce qu'on devait à la fois quantifier la valeur de retour R et l'allocation P de la forme log de, telle que R est de la forme log de P. Et ce qu'on aimerait écrire, en fait, c'est une postcondition qui dit directement que la valeur de retour, c'est P, l'adresse P, et que P.V, c'est le nouvel état. Et donc je vais vous montrer comment définir la notion de triplet avec un T majuscule, de sorte à ce qu'on puisse écrire ces postconditions formellement et qu'elles aient le sens correspondant à ce qui est écrit un peu ici au-dessus. Alors pour ça, on va s'appuyer sur l'intuition que quand on écrit loc ici, ce dont on veut parler, c'est la valeur correspondant à l'allocation. Et donc plus généralement, on va s'appuyer sur une classe de type caractérisant les types coq, grand A, qui ont une valeur correspondante dans la grammaire des valeurs du langage. En l'occurrence, le type loc satisfait
la type class Anc, puisque val_loc est une injection des locations vers les valeurs. Donc on peut définir des instances comme ça pour tous les types usuels, unit, booléen, etc. Et à l'aide de cette classe de type, on peut définir formellement les triplets avec le T majuscule. Donc la définition montre qu'on prend un terme T, une précondition comme d'habitude. Mais la postcondition, au lieu d'avoir le type val flèche h propre, elle a là maintenant le type a flèche h propre, où a est un type coq satisfiant la type class Anc. Et ce que dit la définition, c'est que ce triplet avec un T majuscule, c'est comme un triplet d'origine, avec une postcondition qui dit que la valeur de retour petit v, donc au type val, est telle qu'il existe une valeur grand V de type A, dont l'encodage est petit v, et qui satisfait la postcondition Q. Donc les encodeurs, c'est une petite astuce, en résumé, qui permet d'écrire de manière beaucoup plus concise la plupart des postconditions que l'on trouve en pratique, puisqu'on peut directement quantifier sur le type coq correspondant, plutôt que de devoir quantifier d'abord sur une valeur, puis existentiellement sur le type coq, et ensuite de parler de la traduction. Voilà, je vais maintenant terminer avec le deuxième zoom technique, la baguette magique. Donc la baguette magique est un opérateur qui a été inventé avant même la logique de séparation, et pendant des années, ce n'était pas clair de savoir comment on allait l'exploiter dans les preuves en pratique. Et ces dernières années, il est apparu plusieurs utilisations très pertinentes de la baguette magique. Et je vais en montrer une. Donc H1 baguette H2, ça décrit une ressource telle que si on rajoute H1, on récupère H2. C'est ce que dit la règle ici. Une définition possible du magic wand, il y en a beaucoup, c'est avec, encore une fois, le quantificateur existentiel, ça décrit un certain état H0, tel que si on lui rajoute H1, on récupère H2. C'est ce qui est écrit par le fait pur ici. Et on a de manière immédiate la généralisation aux postconditions. Donc une définition de Q1 baguette pointée Q2, c'est la description d'un état H0 tel que quand je rajoute H0 à Q1, j'obtiens Q2. Donc voilà pour la définition de la baguette magique. Alors à quoi ça sert la baguette magique? Ça va nous permettre de réécrire de manière plus concise et plus utile la règle qui combine la règle de conséquence et la règle d'encadrement. Alors cette règle combinée, dans sa version d'origine, apparaît à gauche, et elle est utilisée à chaque fois qu'on veut raisonner sur une application. On dispose d'une spécification qui parle d'une précondition H1 et d'une postcondition Q1, et on veut exploiter cette spécification dans un contexte où on a un état H plus grand et une postcondition également plus grande. Et donc, le problème pour appliquer cette règle, c'est qu'il faut fournir instancier H2, qui est la partie sur laquelle on va appliquer la règle frame, c'est-à-dire la partie qu'on laisse de côté. La différence entre l'état H qu'on a et la partie H1. Instancier H2 à la main, ce n'est pas réaliste. On ne va pas fournir des témoins à chaque fois qu'on veut appliquer la règle frame. Calculer automatiquement H2 comme la différence de H moins H1 avec des tactiques, ça s'automatise bien dans les cas simples, mais c'est très délicat à faire en présence de quantificateurs dans H, parce qu'on ne sait pas quels sont les quantificateurs qui vont aller dans H1 et ceux qui vont aller dans H2. Avec la baguette magique, on va pouvoir reformuler cette règle en observant que H2 décrit une ressource telle que si on lui rajoute Q1, on récupère Q. C'est ce que dit la deuxième implication ici, à gauche. Du coup, on peut éliminer H2 en remplaçant directement H2 par Q1, baguette Q, dans la première implication. Alors ça paraît anodin, mais maintenant, on n'a plus besoin de se poser de questions vis-à-vis des quantificateurs qui sont dans H, on va pouvoir tous les extraire, et ils vont tous porter sur la postcondition, donc on pourra récupérer ce qu'on veut dans les postconditions après. Donc je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est pour montrer cette règle qui s'appelle la règle ramifiée, règle frame ramifiée, et qui est extrêmement utile en pratique. Et cette règle a d'ailleurs également un énoncé en style plus faible précondition. Et on a cette règle magnifique, très concise, qui capture à elle seule l'ensemble des règles structurelles de la logique de séparation.
Et on peut la lire ainsi. Si je dispose des ressources permettant d'évaluer le terme T et de produire la postcondition Q1, et que par ailleurs je dispose d'une ressource telle que quand je lui rajoute Q1, je récupère Q2, alors je dispose effectivement des ressources permettant d'exécuter T et de produire directement Q2. Et donc ça capture à la fois la règle de conséquence et la règle frame, et puis les règles d'extraction sont incluses par le fait qu'on travaille directement avec des implications. Donc, en quelque sorte, toute la logique de séparation se résume à cette ligne, presque. Voilà, j'ai terminé avec les deux zooms techniques, et maintenant on va passer à la démo d'une petite preuve. Alors on va refaire la même preuve, mais cette fois-ci avec des tactiques. Donc on va reprendre la preuve du triplet. Et alors je vais essayer de vous montrer ce qui se cache un petit peu derrière cette tactique. Alors la première, XWP, elle va mettre en place le calcul de la fonction WPGen sur le code du corps de la fonction incrément. Alors ce qu'on va retrouver ici, c'est la formule caractéristique qui s'affiche presque comme le code d'origine. Donc on peut reconnaître la lecture dans P, l'addition à 1 et puis l'écriture dans V0. On a juste perdu le nom des variables liées pour des raisons techniques, mais on peut imaginer que c'est N et M et tout se passe bien. Ici on a la précondition, donc l'état courant, et la formule caractéristique est appliquée donc à la postcondition qui apparaît dans la spécification. Donc ça c'est la première étape de la preuve. Ensuite, on utilise la tactique XAP. Alors XAP, il applique à la volée la tactique XLET, qui résonne sur le let qui est là. Mais on n'a pas vraiment besoin de voir les détails. Ce qui est important, c'est que XAP va résonner sur la première application et tout seul transformer le but en appliquant donc la règle let, la règle frame, la règle de raisonnement sur les get, va faire l'extraction qu'on avait besoin de faire tout à l'heure à la main, et la substitution de résultat V qui va maintenant devenir N. Donc regardez bien le V qui est là à la seconde ligne qui va s'ajouter à 1, et bien après XAP, ça va être N. Le XAP suivant va calculer l'addition de N à 1 en appliquant tout seul la règle frame donc sur P pointe vers N, et va remplacer la valeur V par N plus 1. Voilà N plus 1. Alors il y a une variante, si je ne veux pas utiliser la substitution, parce que parfois on n'a pas envie de substituer de manière explicite tout à tout bout de champ. Donc je peux nommer explicitement les résultats intermédiaires si j'ai envie, de dire que ça c'était M et que j'avais une propriété sur M. C'est possible de le faire. Mais par défaut, faire les substitutions, c'est généralement le choix le plus astucieux. Voilà. Et puis enfin, la règle 7, qui va faire l'affectation, va nous laisser le but final, l'état courant P pointe vers N plus 1, et la postcondition P pointe vers N plus 1. Il n'y a plus qu'à vérifier que les deux se correspondent. Alors quand on arrive là, on peut se dire, bon c'est formidable, mais pourquoi encore me demander d'écrire cette ligne alors qu'on pourrait tout automatiser et juste dire, débrouille-toi. Alors en fait, pour des codes aussi simples, oui on pourrait automatiser. Mais dès qu'on fait des raisonnements sur des programmes un tout petit peu plus compliqués, on a envie, à chaque fois qu'on raisonne sur une ligne, on a besoin de justifier certaines choses, ou on a besoin de transformer la vision qu'on a de l'état mémoire. Et donc, c'est très utile de conserver ces étapes qui correspondent à chacune des lignes du code, de sorte à structurer le script de preuve. Alors, je vais vous montrer tout de suite un exemple avec la vérification d'un programme sur les listes chaînées. Et on va voir comment les X tactiques, qui exploitent les règles de raisonnement sur la structure du code, se mélangent avec d'autres tactiques qui servent à justifier d'autres éléments du programme. Alors je vais reprendre donc la définition des listes chaînées que vous a présenté Xavier au cours précédent. Alors mlist LP, c'est le prédicat qui décrit une liste chaînée commençant à l'adresse P et dont les éléments sont décrits par la liste coq L. Et donc dans mon infrastructure, on peut noter aussi P flèche, avec le petit tilde flèche ici, P flèche liste de L. C'est une notation qui est complètement équivalente à mlist de L, mais que je trouve un peu plus lisible puisqu'on voit bien le point d'entrée dans la structure. Donc cette définition est par analyse de cas sur L. Si elle est vide, le P est le pointeur nul, et sinon on peut dérouler une cellule de tête avec la cellule de tête, la cellule représentant la queue, et puis le reste de la liste représenté récursivement par le prédicat mlist.
on va utiliser dans la preuve deux reformulations de cette définition. La première sert à replier la cellule de tête dans le cas où la liste est non vide. Donc on va l'utiliser de droite à gauche, et c'est juste une reformulation de la définition spécifique au cas cons. Et le deuxième lemme, il reformule la définition de mlist, non pas avec une analyse de cas sur est-ce que L est vide, mais avec une analyse de cas sur est-ce que P est nul. C'est équivalent, mais c'est très pratique, puisque le code, ce qu'il fait, c'est une analyse de cas sur est-ce que P est nul. Donc si P est nul, la liste est vide, et sinon on peut décomposer la liste avec son élément de tête. Voilà, je saute la preuve, et je vais directement à la fonction append, qui est la même que celle du cours précédent, sauf que j'ai utilisé une fonction récursive plutôt qu'une boucle, parce que c'est ce que j'ai inclus dans mon petit langage. Donc append P1, P2 va parcourir la liste P1 jusqu'à trouver la dernière cellule et mettre son pointeur pour le faire pointer vers la liste P2. Donc dans notre syntaxe ad hoc, f c'est le nom de la fonction sur lequel on fait les appels récursifs. C'est le nom de la fonction append qu'on appelle récursivement ici dans la branche else sur la tail et sur P2. Et dans le cas où c'est nul, on fait l'affectation de P1.tail à P2. Alors, dans la preuve que je vais vous montrer, vous verrez des mots-clés en majuscules. C'est juste de la décoration qui a vocation à faciliter la lecture des obligations de preuve. Donc, grand triplet, c'est juste une notion pour triple avec le T majuscule. Et quand vous verrez pré, code, post, c'est juste pour bien séparer la partie correspondant à l'état courant, la partie correspondant à la formule caractéristique qui s'affiche comme le code, et la post-condition. Alors, la spécification de append dit que si P1 est un pointeur non nul, alors append P1, P2 va s'exécuter correctement en présence de deux listes. Et la valeur de retour, ça va être unit, et l'état final, ça va être P1 pointe vers la concaténation des deux listes, L1 et L2. Et on aura perdu donc la seconde liste. Alors, allons-y pour la preuve. La première ligne de la preuve consiste à mettre en place l'induction. On raisonne sur une fonction récursive, donc on va en faire la preuve par induction. Je ne vais pas utiliser l'induction classique de Coq, mais une induction bien fondée sur la structure de la liste, qui a le mérite de ne pas faire l'analyse de cas sur L1, mais de simplement fournir une hypothèse d'induction qui me dit que ma spécification est vraie pour n'importe quelle sous-liste de L1. Je ne veux surtout pas faire d'analyse de cas tout de suite, puisque je veux passer qu'une seule fois sur le code. Donc, il est important de ne pas faire d'analyse de cas avant d'avoir commencé à raisonner sur les premières lignes du code. Voilà, donc j'introduis l'hypothèse que P1 est non nul, je lance le calcul de WPGen, et là je retrouve le code. Bon, c'est pas très très joli, mais on reconnaît à chaque fois quelle est la première opération sur laquelle on veut raisonner, c'est ça qui suffit. Et on va pouvoir commencer la preuve. La première opération consiste à lire dans le champ tail. Actuellement, j'ai une liste P1, mais toute pliée, et je sais juste que P1 n'est pas vide. Donc je vais exploiter le lemme mlist if pour dire ah, mais donc, comme P1 n'est pas vide, je vais pouvoir dérouler et exhiber la cellule de tête. Donc c'est ce que je fais à travers ces tactiques. Et je récupère donc les noms de tout ce qui m'intéresse, que je vais pouvoir nommer explicitement. Donc X et Q vont être les contenus de la cellule de tête, et L' va désigner le reste du code. Donc là, ce qui est très important, c'est que j'ai le contrôle sur comment je nomme toutes les variables qui apparaissent au cours de la preuve. Maintenant, je peux raisonner donc sur la lecture dans le champ tail. Je peux raisonner sur la comparaison, savoir est-ce que le pointeur Q est nul. Et j'ai la tactique xif qui me permet de raisonner sur l'analyse de cas avec la construction if then else du code. Dans le premier cas, Q est nul. Alors quand Q est nul, je vais exploiter cette information encore une fois avec le lemme mlist_if pour en déduire que L1' est la liste vide. Donc je ne vais pas montrer les détails. Je vais pouvoir maintenant raisonner sur l'affectation de la tail de P1 à P2. Et pour terminer, j'ai plus qu'à replier à l'aide du lemme lmistons la cellule de tête qui va donc se mettre devant L2 et je vais récupérer X cons L2. Voilà, donc le cas de base, tout se passe bien. Et pour la récurrence, c'est presque pareil. Je raisonne donc sur la lecture du champ tail, puis sur l'application récursive de la fonction append. Donc là, on ne le voit pas, mais implicitement, ça va exploiter l'hypothèse d'induction IH.
Je vais devoir justifier que L' est bien une sous-liste de X cons L'. Je vais devoir justifier la précondition pour l'appel récursif, à savoir que le pointeur Q est non nul, mais comme je viens de le tester, je le sais. Et pour terminer, de la même manière, je vais replier la cellule de tête pour la raccrocher à la fin de la liste. Et cela conclut la preuve. Voilà. Donc regardez bien comment se mélangent des étapes d'induction, des étapes qui reformulent la vision que j'ai de l'état courant, avec des X tactiques, comme on les a vus précédemment. J'ai presque fini. Voilà, donc c'est le moment de conclure. Donc en résumé, je vous ai montré une construction en 4 étapes, avec des valeurs, des termes, pour la syntaxe, et puis la sémantique avec le prédicat eval. Je vous ai montré comment définir les prédicats de la logique et l'implication, comment définir les triplets et les règles de preuve, et comment mettre en place l'infrastructure avec la WP sémantique, le calcul des formules caractéristiques et les bonus que sont la baguette magique, les encodeurs, et puis je vous ai montré dans la démo les X tactiques qui permettent d'appliquer tout ça de manière transparente pour l'utilisateur. Je développe un outil qui s'appelle CFML, qui se base essentiellement sur des constructions similaires à ce que j'ai montré, qui supporte un langage plus riche, avec des boucles, de la récursion mutuelle, des tableaux, du filtrage et des foncteurs dans le cas simple. Et surtout qui propose 2 extensions de la logique de séparation. Une première, c'est un traitement des prédicats affines, qui permet d'avoir le droit de jeter des ressources pour simuler l'action du garbage collector qui désalloue de manière implicite les objets alloués, et une extension qui s'appelle les créditants et qui permet de faire de l'analyse de complexité amortie pour les programmes. Et donc juste pour citer des travaux dans cette direction, j'ai eu le plaisir de co-encadrer la thèse d'Armel-Guénaud avec François Potier, et comme étude de cas, Armel a proposé la vérification formelle d'un algorithme de détection incrémentale de cycles. Donc c'est un algorithme. C'est un problème donc, dans lequel on ajoute des nœuds et des arêtes incrémentalement dans un graphe, et on veut savoir détecter la première fois que l'on crée un cycle. Et donc une équipe menée par Tarjan a récemment proposé un algorithme qui améliore significativement la complexité du meilleur algorithme connu, en combinant des DFS avant et des DFS arrière à profondeur bornée pour une certaine notion de profondeur, et dont l'algorithme est relativement subtil, comme le traduit la borne de complexité que je montre ici. Et donc Armel a raffiné l'algorithme et l'a implémenté en environ 200 000 lignes de camel. Et il a démontré non seulement la correction fonctionnelle du code, mais également cette borne de complexité asymptotique à l'aide du framework CFML. Voilà, donc pour en savoir plus sur ça en particulier, je vous invite donc à lire la thèse d'Armel. Et pour plus d'informations sur le cours d'aujourd'hui, vous pourrez retrouver sur ma page web un cours tout en coq qui est une version étendue, je dirais même très étendue, du contenu du cours d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.